Madame, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Canal 7 pour vous informer. Nous ouvrons ce journal avec une actualité brève et en images. Direction le Gabon. Bruno Ben Moubamba se verrait bien président de l'Union du peuple gabonais quelques jours avant sa communication politique prévue dans le courant de ce mois. L'actuel secrétaire général du parti créé par le défunt Pierre Mamboundou a déclaré devant quelques militants de l'UPG qu'il se sentait prêt à assurer les plus hautes responsabilités de cette formation politique en parfaite collégialité avec les chefs historiques du parti. Une caste de l'UPG incarnée par Jean de Dieu Moukani Wangou, pour qui Bruno Ben Moubamba n'est qu'un opportuniste. Ce hiérarque du parti qui se distingue par la couleur rouge a avancé que Moubamba devait créer son propre parti s'il se sent assez fort et non par songer à diriger une formation politique qu'il attaquait ouvertement lors de la présidentielle de 2009. Le congrès de l'Union du peuple gabonais prévu pour ce mois se tiendra donc sur fond de divergence à un peu plus d'un mois de la consultation électorale de 2016. Des nouvelles de la plus jeune nation du monde dans ce journal. Il s'agit bien du Soudan du Sud. Les États-Unis ont soumis en fin de semaine écoulée un projet de résolution à l'ONU visant à sanctionner les responsables de la crise du Soudan du Sud. La Chine s'est prononcée contre ce texte, une position de Pékin qui ouvre la porte à de diverses analyses. Uhel Abaga. Les États-Unis ont proposé vendredi aux autres pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU des sanctions à l'encontre des différentes personnes à l'origine du conflit politico-ethnique qui paralyse depuis plus d'un an le Soudan du Sud. Une proposition qui a aussitôt essuyé le refus de la Chine, dont l'ambassadeur aux Nations Unies, Liu Jieyi, a qualifié le projet d'illogique. Le représentant de Pékin à New York a assuré que les sanctions envisagées, notamment le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, seraient contre-productives au moment où le président sud-soudanais Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar ont entamé depuis une semaine les négociations dites de la dernière chance. La Chine assure que les deux principaux belligérants de ce conflit sanglant sont quasiment sur le point de trouver un terrain d'entente qui serait le partage du pouvoir dans un gouvernement de l'Union nationale qui devrait entrer en vigueur en début du mois de juillet prochain. Sans toutefois les évoquer, l'Empire du Milieu s'inquiète en cas de poursuite des combats pour ses nombreux investissements dans l'exploitation pétrolière au Soudan du Sud. On ne pourrait cependant pas occulter le fait que la Chine communiste continue, comme c'est souvent le cas de la Russie, de se servir de son droit de veto pour s'opposer aux décisions des pays capitalistes de l'Occident. Salva Kiir et Riek Machar ont débuté la semaine dernière de nouveau pourparlers, les 8e en un an, visant à mettre un terme aux violences que connaît leur pays depuis 14 mois. La Chine assure que 90% des problèmes sont résolus. Une annonce des deux leaders est attendue le 5 mars prochain. Restant en politique, l'ex-chef du parti au pouvoir au Burundi, Hissène Radjabou, s'est évadé de prison ce dimanche où il purgeait 13 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Un nouveau coup dur pour le président Pierre Nkurunziza à l'approche des élections générales. Abdulaziz Maïga s'en fait l'écho. Hissène Radjabou s'est évadé dans la nuit du dimanche entre 21h et minuit en compagnie de deux proches, a déclaré le porte-parole de la police burundaise. Selon lui, l'ex-chef du parti au pouvoir a bénéficié de la complicité d'au moins 3 gardiens, dont le brigadier en chef de corps, responsable à ce titre de la sécurité de toute la prison. Cette évasion intervient à 3 mois des élections législatives et communales et 4 mois d'un scrutin présidentiel à l'approche desquels les tensions ne cessent de monter dans le petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Par ailleurs, elle porte un nouveau coup au président burundais Pierre Nkurunziza, soupçonné de vouloir briguer un 3e mandat, mais confronté à une opposition de plus en plus forte, y compris au sein du parti au pouvoir. Hissène Radjabou avait pris la tête du parti au pouvoir quand son chef Pierre Nkurunziza avait été élu président du Burundi en 2005. De l'avis des observateurs, il avait été évincé de la tête du parti en 2007 alors qu'il commençait à faire un peu trop ouvertement concurrence à Pierre Nkurunziza. Refusant de rentrer dans le rang après cette éviction, il avait été arrêté cette même année et condamné en 2008 à 13 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État. Il y a 2 mois, le ministère de la Justice lui avait refusé une libération anticipée, affirmant qu'il risquait de déstabiliser le pays. Ces dernières années, le pouvoir voit sa main derrière plusieurs des attaques de groupes rebelles. Son évasion est un coup dur pour le président Nkurunziza en ce moment précis, car il est resté populaire auprès d'une partie des militants du CNDD-FDD et il a une grande capacité de nuisance.
La page économique de ce journal nous conduit en Côte d'Ivoire avec des réformes favorables aux investisseurs, des découvertes aurifères prometteuses et le retour au calme de la situation politique. La Côte d'Ivoire compte profiter de son potentiel pour faire du secteur minier un pilier de son économie. Les détails avec Judith Kundo. Le secteur minier constituerait la deuxième mamelle de l'économie ivoirienne. Le potentiel minier ivoirien est immense avec la mise en œuvre de son sous-sol. Plusieurs actions ont été entamées pour accélérer la croissance du secteur minier. Les importants efforts et les réformes mises en œuvre ont permis à la Côte d'Ivoire d'être déclarée depuis le 22 mai 2013 pays conforme aux exigences de l'initiative de transparence des industries extractives. Aujourd'hui, le secteur minier est en pleine expansion et génère 6 640 emplois directs et environ 18 000 emplois indirects avec un chiffre d'affaires de 301 milliards de francs CFA en 2014. L'exploitation minière industrielle est donc une activité qui contribue à l'économie nationale et à la création d'emplois. Cependant, malgré ce potentiel, le niveau de production minière reste encore faible et l'industrie minière est très peu développée. Ainsi, la Côte d'Ivoire ne récolte pas, à l'instar d'autres pays africains, des bénéfices du développement de ses ressources minières. L'année 2015 devrait voir le début des travaux des mines d'or de Sissigé et d'Afema. Suivra en 2016 le lancement des travaux de la mine de Yaouré, dont le potentiel le plus élevé en Côte d'Ivoire est évalué à 192 tonnes. Le chef du gouvernement ivoirien a révélé que le secteur minier est encore insuffisamment développé et ne contribue qu'à hauteur de 1% dans le PIB et très peu aux recettes fiscales avec environ 3 000 emplois directs. Le pays veut corriger toutes ces insuffisances pour faire de la Côte d'Ivoire un pays minier majeur comme son potentiel l'y prédestine. Toujours en économie, mais cette fois hors du continent africain, le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, a présenté lundi des projets pour alléger le poids de la dette de son pays et changer de logique. Les données de la question grecque sont désormais entièrement sur la table. Un reportage signé Judith Kundo. Lundi, le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, a présenté l'autre choix qui se présente aux Européens, celui de la restructuration de la dette, moyennant le maintien d'un agenda de réforme et d'excédent primaire du budget national. En fin de semaine dernière, Yanis Varoufakis avait supprimé de facto la Troïka et prévenu que la Grèce ne voulait pas de la dernière tranche de 7 milliards d'euros du programme signé en 2012. Il plaçait alors délibérément une épée de Damoclès au-dessus de la BCE et ses partenaires européens, celle d'un défaut unilatéral accompagné ou non d'une sortie de la zone euro s'ils refusaient de négocier. La proposition consiste donc à trouver une entente dans l'intérêt du pays et de ses créanciers et non plus centrée uniquement, comme au temps de la Troïka, sur les seuls intérêts des créanciers. En effet, le ministre des Finances grec propose concrètement une mise en place d'un programme de jonction jusqu'au 1er juin. Ce programme temporairement devrait permettre aux banques grecques de continuer à bénéficier des dérogations accordées par la BCE concernant l'apport de la dette grecque comme collatéral à leur refinancement auprès de la Banque centrale. Encore une fois, ces propositions semblent aller à l'encontre de l'image que les autorités, notamment monétaires, tentent de donner du gouvernement Syriza, celui de fous furieux voulant tout casser. En réalité, Athènes semble aujourd'hui faire des propositions raisonnables. Reste à connaître la réaction des Européens. À présent, une note de santé dans ce journal. Le Mozambique fait face depuis plusieurs mois à l'épidémie de choléra. Le nouveau bilan annoncé par les autorités fait état de 41 morts et plus de 1000 cas enregistrés, portant ainsi à plus de 4500 cas depuis décembre 2014. Marie-Angèle Gonov. 41 morts et plus de 1500 cas recensés. C'est le nouveau bilan des victimes de choléra enregistré par les autorités mozambicaines. Elles sont particulièrement préoccupées par cette épidémie qui sévit dans le pays, notamment dans la province ouest du Tete, une région frontalière du Zimbabwe et du Malawi. La maladie atteint désormais la Zambézie au centre du pays, province la plus touchée par les inondations qui ont ravagé la moitié du Mozambique ces dernières semaines. Le porte-parole du ministère de la Santé, Quinas Fernandez, a indiqué lors d'une conférence de presse que 4 518 cas ont été enregistrés depuis décembre 2014, dont plus de 1500 dans la seule ville de Tete. Le choléra est une maladie fréquente en saison de pluie qui s'étend généralement d'octobre à mars au Mozambique.
La situation sanitaire s'est ainsi aggravée cette année par les inondations, l'un des principaux facteurs de propagation de l'épidémie. Le gouvernement continue donc la sensibilisation et prend des mesures comme la démolition des quartiers inondables. Le 12 janvier dernier, les autorités ont déclenché l'état d'alerte suite à un débordement du fleuve Likongo qui a dévasté la province du Zambézie. D'après le dernier bilan officiel, ces inondations, les plus meurtrières depuis l'année 2000, ont affecté 177 000 personnes et causé 160 morts en dehors des cas de choléra recensés. Et de la culture pour la boucle de ce journal, la 27e édition de Dance Umbrella avec son principal financement de la Loterie nationale s'est ouverte ce dimanche. C'est le groupe de danse One Fire qui a lancé les hostilités au théâtre Johannesburg qui était plein à craquer avec les membres des médias, des VIP et les célébrités de la communauté de danse locale. Roland Jacou s'en fait l'écho. Parmi les danses qui sont représentées dans ce festival, le Pantsula est à l'honneur. Une danse qui part des townships pour la scène du festival et d'autres scènes de danse organisées en Afrique du Sud. Une danse qui traduit l'identité de certains Sud-Africains. Je suis fier d'être Sud-Africain et le Pantsula fait partie de mon identité en tant que Sud-Africain ou en tant qu'Africain ou même en tant qu'être humain. Née dans les townships sud-africains, cette danse était très populaire dans les années 80-90 et continue aujourd'hui à passionner un public de plus en plus large. Nous voulons toucher un public plus large, c'est pour ça qu'on vient sur scène au théâtre. Peut-être qu'on pourra ainsi développer une plateforme professionnelle pour cette danse. Pendant les compétitions de rue et sur les scènes, le Pantsula raconte des histoires, la vie des townships. La culture sud-africaine a toujours raconté des histoires à travers des chants et des danses, les histoires des ancêtres et de la terre. Le Pantsula, c'est un peu la même chose, ça raconte des histoires, mais les histoires modernes de la vie urbaine et surtout de la vie dans les townships, les problèmes, mais aussi toute la joie qui existait et qui existe encore. Jusqu'au 15 mars prochain, des milliers de festivaliers pourront redécouvrir ou découvrir les chorégraphies du Pantsula. Point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 7.